Bonjour, bonsoir les amis, bienvenue sur un nouvel épisode de Beyond the Hoops. Aujourd'hui, on va vous faire un focus sur DeMar DeRozan et son début de saison avec les Kings. Avant qu'on démarre, pour tous ceux qui veulent soutenir le podcast, un petit like sur Spotify, Deezer, YouTube, un petit commentaire pour le référencement et bienvenue sur le podcast de QI Basket. Mitchell has his head up, takes the liver feet. Oh my! Alors, bon, après un été mouvementé dans pas mal d'équipes, on voulait vous parler des Kings et notamment de l'arrivée de DeMar DeRozan dans cette équipe qui avait plutôt très bien tourné durant la saison 2022-2023 mais qui avait marqué un coup d'arrêt durant la saison 2023-2024. On a sur le site un article qui a été écrit par Jérém pour justement vous parler de l'arrivée de DeMar DeRozan et on s'est dit qu'il y avait peut-être la possibilité d'aller encore un peu plus approfondir ce qui est écrit dans cet article en vous en faisant un podcast complet et puis en essayant de vous opposer deux avis. Donc vous l'aurez compris, on est avec Jérém. Salut Jérém, ça va quoi? Ça va bien et toi? Bon écoute, déjà je suis content d'en faire un podcast, ça commence à faire long, une semaine sans podcast. Et en plus, moi, Ça te dose. ouais, et puis moi en plus, il se trouve que c'est une des équipes que je préfère regarder jouer, les Kings. Alors je sais pas quel est ton avis toi, mais moi c'est un des fonds de jeu que je préfère en fait de la ligue. Ouais, alors moi j'avais fait un gros kiff sur eux il y a 2 ans. L'année dernière, comme je le dis à chaque fois, genre, j'ai un peu décroché, donc j'avais plus le temps de regarder toutes les équipes et j'avais un peu lâché les Kings. Mais là, il y avait un petit peu la rencontre entre cette équipe que j'aime bien voir jouer et DeRozan que j'étais frustré de plus trop regarder parce que les Bulls c'était devenu un peu indigeste. Et du coup, l'association des deux, ça m'intriguait énormément. Et je me suis dit en début de saison, ok, ça c'est un des premiers articles que je target, c'est à quoi ça ressemble en fait DeMar DeRozan dans cette équipe des Kings, parce que on va le dire, mais il y avait quand même des compromis qui étaient un peu bizarres sur le papier et il fallait voir ce que ça allait donner, quoi. Oui, parce que ce que vous savez peut-être pas tous, chers écouteurs, c'est que Jérém est un fan discret des Chicago Bulls. Ah, pas du tout, c'est une folie cette histoire. Il y a des légendes qui ont été créées comme ça. Et tu peux me raconter d'où ça vient d'ailleurs? Parce qu'en fait, on vous explique, on a une conversation évidemment entre nous, et à chaque fois, il renvoyait à Jérém le fait que tous les ans, il faisait des articles sur les Bulls parce qu'il était fan des Bulls. Mais elle vient d'où cette histoire en fait? En fait, au début, tu sais, c'était, je crois, quand on a commencé à faire les previews, c'était l'époque où, tu sais, fallait se partager un peu les bonnes et les mauvaises équipes. Et donc, j'avais récupéré les Bulls en mode, les gars, je me sacrifie pour le groupe. Et en fait, je m'étais mis à bien aimer l'équipe avec Chris Dunn, Zach LaVine, etc. Et Wendell Carter Jr., tout ça. Et je me disais, cette équipe, sans être une équipe qui allait prétendre aussi, je pensais qu'elle allait devenir très très cool à avoir joué. Et en fait, ça a été une pluie de blessures et il y a eu Jim Boylen et ça a rien donné. Mais du coup, j'avais fait plusieurs articles où souvent je disais, ok, là, je pense que cette année, ça va décoller. Et genre, ça décollait jamais. Et du coup, j'ai cette étiquette de fan des Bulls parce que j'ai fait toutes les previews des Bulls pendant genre 6 ans, quoi. Bah, surtout qu'en plus, c'est une équipe qui a eu, au fur et à mesure du temps, pas mal de joueurs sympas à regarder. En tout cas, pas mal de joueurs avec lesquels on pouvait se projeter à minima dans d'autres équipes. Je sais que tous les deux, on partage un amour discret mais sincère pour Zach LaVine. Et forcément, DeMar DeRozan faisait partie de ces joueurs, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et surtout que, enfin, moi, j'aimais bien le groupe qu'ils avaient construit dans la foulée. Je trouvais ça plutôt original. Et encore une fois, c'était pas un groupe que tu imaginais aller loin. Mais quand ils font les playoffs, je crois que c'est en 2021. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. S'il y avait eu Lonzo Ball, je suis pas sûr qu'il passait un tour, mais je pense qu'il y avait une belle série avec les Bucks. Et bon, malheureusement, ils ont tenu un petit peu, mais sans Lonzo et avec un DeMar DeRozan sur régime l'année d'après, c'était plus trop ça, quoi. Ouais, et puis à un moment donné, ils ont cru bon l'idée de faire de Vucevic un espèce de plan offensif d'une équipe qui visait haut et Orlando n'y était pas arrivé et en fait il avait pas de marge ce bon vieux Vooch et en fait ça pouvait pas aller beaucoup plus loin, quoi. Ouais, c'était beaucoup trop de bricolage, ouais. D'ailleurs il était sorti d'une saison, je crois que il me semble que c'est la saison après Covid où il a une adresse extérieure incroyable Vucevic et c'est là où on se projette un peu. Et malheureusement, comme pas mal de joueurs durant cette saison-là, derrière c'est retombé et ça a été tout de suite moins sympa, quoi. Ouais. Bon, t'as écrit cet article du coup sur DeRozan. Qu'est-ce que vous voulez voir concrètement là sur DeRozan aux Kings? Là, c'était quoi les questions un peu qui te percutaient? Après, on va revenir un peu sur le plan du podcast, mais juste pour se remettre un peu là-dedans, hein.
Ouais, bah déjà, en fait, je veux dire, les questions auxquelles je cherchais pas de réponse, par exemple, je cherchais pas de réponse à l'idée, est-ce que c'est une bonne association? Je cherchais pas de réponse, enfin, de réponse à des trucs comme ça qui sont de l'ordre de l'évaluer de manière vraiment niveau de jeu de l'équipe et intégration dans l'équipe. Déjà parce que j'ai fait l'article assez vite dans la saison et que c'est trop tôt pour en juger, mais aussi parce que ce que je voulais voir finalement pour le coup, c'était vraiment la forme, à quoi ça donnait dans le fond de jeu, comment les Kings l'incorporaient dans l'équipe. Et puis finalement, ouais, Demar DeRozan là-dedans. Euh, Comment tu l'associais à Sabonis? Comment tu l'associais avec Fox qui est déjà là, avec Monk qui était la principale rotation? Et je cherchais pas à ce moment-là à savoir bah, est-ce qu'il y avait une progression qui allait se faire ou quelque chose de cet ordre-là, quoi. Et peut-être pour démarrer, toi, quelle a été rapidement, mais ton impression sur ce visionnage et sur la constitution de cet article? Ah, alors, il y avait deux trucs. Il y avait le fait de se dire, c'est quand même très facile de plugger Demar DeRozan dans une équipe, dans le sens où, en fait, bah, dès qu'il arrive, c'est facile de mettre en place des systèmes, de le libérer, parce qu'en fait, il demande pas grand-chose. De l'autre, il y avait des questions qui restaient en suspens, de l'ordre, mais euh, est-ce que c'est vraiment une plus-value dans la mesure où, bah, en fait, il fait des choses que Fox faisait déjà? Et est-ce qu'il n'y a pas un côté, bon, ben, on a pris ce joueur-là, mais il y a une forme de double emploi qui se crée. Et j'avais pas les réponses, donc j'avais juste les réponses sur la forme. Ouais. Sur le fond, j'avoue que bah, je suis pas sûr qu'on sache déjà, mais bon, il y a de quoi être un petit peu dubitatif peut-être. Ouais, justement, on s'était dit que ce qui pouvait être intéressant avec ce podcast en complément de l'article, c'est d'essayer d'avoir une vue un peu plus d'ensemble justement sur ce trade. C'est pour ça qu'on va vous proposer trois parties. Une première qui sera sur pourquoi les Kings sont allés le chercher, parce que c'est vrai que c'est quand même une question à laquelle il faut répondre parce que c'était assez étonnant en fait de le voir rejoindre cette équipe. Lui qui est un joueur pas spécialement moderne, même si on va voir qu'il y a par certains aspects en fait il est quand même pas mal. Ensuite, dans un deuxième temps, on va essayer de vous faire un scouting report un peu complet de DeRozan parce que on pense quand même que des gens peuvent avoir en tête une idée de DeRozan qui est peut-être un peu datée. C'est quand même un joueur qui a évolué, tu vois, aux Bulls et qui a changé. Et puis après, effectivement, l'impact qu'il a sur l'équipe et sur notamment le triumvirat Malik Monk, De'Aaron Fox et Domantas Sabonis. Ça permettra d'ailleurs, Jérém, de faire un truc qu'on a envie de faire depuis longtemps, qui est de remettre un peu de crédit sur Domantas Sabonis, qui subit Ouais. les foudres et autres de la communauté, alors que parfois on se demande un peu pourquoi, quoi. Ouais, clairement, enfin, il est quand même très très fort, quoi. Donc, il y a eu un truc un petit peu tendance de se dire, ok, il faut pas le surestimer parce que oui, il a beaucoup de volume de jeu, mais ce qu'il fait, des fois, c'est un peu simple. Mais en fait, le volume de jeu qu'il a, il est quand même assez démentiel et il faut le reconnaître, quoi. Ah ouais, c'est le fameux effet de un mec est surcoté, du coup on veut le remettre au bon niveau et on finit par le sous-coter. Matt Bacter, ouais. Ouais, elle met Bacter, avec notamment, on en avait parlé ensemble, mais cette comparaison avec Sengun, alors qu'aujourd'hui, Sabonis, même si Sengun l'a fait une bonne saison quand même, mais Sabonis c'est peut-être encore un meilleur joueur que Sengun. Bref, c'est pas le sujet du jour. On démarre donc avec notre partie sur pourquoi les Kings sont allés chercher Demar DeRozan. Écoute, Jérém, comme c'était un peu moins le cœur de ton article, moi je suis allé chercher quelques stats pour essayer puis les mettre un peu en regard de moi ce que j'avais en tête sur cette équipe des Kings que j'aime bien regarder jouer pour voir un peu des éléments qu'on pouvait se donner. Donc j'ai quatre grands arguments pour essayer de comprendre pourquoi ils sont allés le chercher. Et puis je te propose qu'on se les mette un peu en regard. Bon, alors le premier élément que je m'étais noté, c'est que en regardant les Kings l'année dernière, je trouvais, je sais pas si c'est la sensation que tu avais, mais je trouvais que c'était une équipe qui misait quand même beaucoup sur son collectif et qui pouvait parfois donner l'impression de manquer un peu de profondeur dans l'autonomie. Je pense que c'est, tu vois, on compare souvent les Kings l'année dernière, on les a beaucoup comparés avec les Pacers. Je pense que dans le fond, ils ont un jeu quand même beaucoup plus structuré que les Pacers et qui est moins dépendant de la création d'un joueur, même si Sabonis est... Enfin, le système dépend pas mal de Sabonis, mais en fait, quand on regarde dans le détail, je trouve que le système dépend beaucoup de Sabonis et de sa relation avec les autres, et pas de Sabonis seul. Et elle fait partie de ces équipes NBA qui finalement ont peu de profondeur dans l'autonomie. Alors, j'ai essayé d'aller regarder quelques stats, tu vois, pour essayer de le justifier. C'est pas simple ça, parce que quand tu es sur un trio, malheureusement, quand tu essayes d'évaluer les joueurs seuls, c'est compliqué d'avoir des volumes de minutes satisfaisants, mais il y en a quand même un peu sur la dernière. On est à chaque fois sur au-dessus de 400 minutes sur ce que je vais te citer. Les minutes des Kings avec Monk qui est seul, on avait un net rating négatif. Bon, c'est pas des minutes très significatives, 1,51 net rating négatif. Les minutes de Fox seul, on était à 2,36 de net rating négatif. Et les minutes de Sabonis seul, on était à moins 6,90 de net rating
de net rating. Donc en gros, quand il n'y en a qu'un seul des 3 sur le terrain. Ce qui quand même, dans des joueurs majeurs, est assez rare d'avoir les 3 qui sont dans du net rating négatif. Et qui, selon moi, traduit en tout cas une impression que j'avais, et je suis curieux d'avoir ton avis, qui est que cette équipe, finalement, oui, elle trouvait une forme offensive intéressante, mais elle n'était pas très autonome en fait dans son attaque. Non, alors elle est pas très autonome et moi la sensation que j'ai dans cette équipe c'est qu'en fait elle a été construite avec l'idée que en fait Sabonis c'est une sorte de plaque tournante et que pour que cette plaque tournante fonctionne il faut qu'il y ait un joueur qui vienne vraiment connecter avec lui et créer des écarts et donc c'est pour ça que ce relais d'Aaron Fox et Malik Monk en gros et le truc, c'est que derrière, un peu comme on parlait il y a quelques jours avec Denver, il n'y a pas de capacité à reproduire parce que ton backup, en fait, c'est Alex Len. Ouais. Et que, effectivement, tu n'as pas d'autres joueurs qui apportent ce niveau d'autonomie. Et les Kings, effectivement, ils subissent, je pense, en plus de plein fouet le fait que la première année, ça a bien fonctionné parce que la conférence Ouest était un peu moins forte et qu'eux n'ont eu aucune blessure. Mais l'année dernière, quand les choses sont redevenues un peu plus normales, malheureusement, ils ont été un peu rattrapés par la concurrence. Et c'est devenu une équipe plutôt de play-in. Et donc, ils ont, je pense, cherché en se disant, OK, on perd Harrison Barnes, c'est l'occasion d'aller mettre un budget, on va aller chercher une forme de nouvelle autonomie. Et il y avait, en vrai, il n'y avait pas beaucoup d'autres options que DeMar DeRozan sur le marché, quoi. Surtout à ce prix-là, parce qu'ils ont quand même pris c'est quoi, c'est 25 millions l'année, je crois, sur 3 ans de mémoire. Ouais, C'est je quand crois un même, peu comme ça, ouais. c'est quand même un prix tout à fait acceptable. Et d'autant que dans cette volonté de créer des connexions autour de Sabonis, tu étais aussi un peu limité parce que c'est toute la limite que tu peux avoir quand tu as un pivot qui ne défend pas, c'est que tu dois mettre un peu gros sur la qualité de la défense extérieure. Et avec le budget restant, pas simple de trouver des mecs qui sont des two-way, à la fois des bons défenseurs et des joueurs autonomes en attaque. Et donc du coup, dans la construction de cet effectif, quand tu n'as pas mon coup Fox sur le terrain, les joueurs de complément, les Kellon Ellis, alors c'était Davion Mitchell l'année dernière, mais l'ensemble de ces joueurs-là sont des joueurs qui non seulement ne sont pas autonomes, mais sont même pas des très bons attaquants finalement. Non, non, non. T'as un peu l'option Kevin Werther qui est plutôt honnête, mais qui lui aussi est on va dire, pour le coup, en gros, un défenseur plutôt plat, quoi. Ouais. Et du coup, il y a une sorte effectivement de, on n'arrive pas à trouver des two-way players. Et en plus, comme on a construit cette équipe un petit peu avec des trades dans tous les sens, en fait, on n'a plus trop de marge de manœuvre pour améliorer l'effectif à court terme. Et je pense qu'ils sont un peu dans cette position ambiguë de comment on fait pour trouver l'équilibre entre attaque et défense. Et malheureusement, comment on fait pour combler le manque de talent qu'on recherche. Et voilà, ils sont un peu dans ce centre-deux et c'est pas évident leur position. Alors qu'il leur manque pas forcément grand-chose, mais c'est pas évident. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Il y a un deuxième élément que tu as déjà commencé à noter, qui pour moi a été une raison de ce transfuge. Les Kings sont quand même une équipe qui s'est construite autour de l'attaque. De toute façon, quand tu as un pivot comme ça, c'est un peu comme Denver avec Jokic. Quand tu as un pivot comme ça, tu peux pas concentrer ton équipe sur la défense parce que les limites structurelles de ton pivot font que tu vas plus jouer un jeu de marquer plus de points que de l'adversaire qu'un jeu d'en encaisser moins. Et par contre, tu l'as noté, on a eu une nette baisse offensive entre 2022-2023 et 2023-2024, vu qu'ils sont passés premiers à l'offensive rating en 2022-2023 à 14e, ce qui pour une équipe qui mise sur l'attaque forcément a eu un impact important et les a fait descendre jusqu'au playing. Pour moi, il y a deux éléments qui sont à mettre en évidence sur cette baisse de qualité offensive. Moi, je trouve qu'ils ont conservé, tu vois, leur qualité de jeu de transition. C'est vraiment une des équipes qui, au regard du personnel qu'elle a, je trouve, est la meilleure en transition. A le jeu le mieux organisé en transition et tu sais, sur les semi-transitions. Mais je trouve mais il y a d'autres éléments qui ont malheureusement pêché. Premier élément, l'adresse extérieure en chute entre l'année 1 et l'année 2. Ils étaient 9e lors de la première année, 16e lors de la deuxième, donc de l'année dernière, et forcément cette chute les a impactés. Et donc l'attaque demi-terrain, c'était la 15e équipe à l'offensive rating l'année dernière, alors que c'était la 9e équipe et c'était la 21e équipe qui en jouait le moins. Mais en fait, leur volume d'attaque demi-terrain avait nettement augmenté en fait, entre la première et la deuxième année. C'était l'avant-dernière équipe qui jouait le moins d'attaque demi-terrain et ils sont passés autour de la 20e équipe. Et leur jeu demi-terrain est bien moins qualitatif que leur jeu de transition. Et donc, quand même, tu as un double truc, c'est être un peu moins dépendant de l'adresse extérieure, vu que ça les a fait baisser, et un deuxième qui est progresser sur ton attaque demi-terrain, vu que les équipes en face s'adaptent et arrivent à te faire ralentir un petit peu.
C'est ça. Et c'est vrai que l'opportunité du départ d'Harrison Barnes, c'est de se dire, OK, on va aller chercher un joueur qui, lui, apporte une forme de création, autant en autonomie pour lui-même que pour les autres. Et du coup, effectivement, il y a la décision d'aller chercher DeMar DeRozan, qui, malgré voilà, les défauts dont on va parler, effectivement, font tout à fait sens parce que bah, cette attaque de mi-terrain, quand tu as un joueur comme DeRozan qui n'a pas besoin de grand-chose pour obtenir son tir, c'est quand même un sacré atout. Et puis, du coup, ça devient quand même un sacré aimant à défenseur. Et donc, tu espères que ça va libérer des joueurs qui sont beaucoup moins autonomes offensivement, quoi. Ouais, on y reviendra sur le scouting report de DeRozan, mais on est vraiment sur un profil de joueur porté sur l'attaque de mi-terrain et sur retrouver une forme d'efficacité sur l'attaque de mi-terrain. Troisième élément que je m'étais noté, c'est la sixième équipe qui utilisait le moins le shoot sur isolation de toute la ligue, ce qui est plutôt une statistique intéressante. Par contre, ils étaient à 0,90 points par possession sur ces attaques en isolation, donc très bas, 17e équipe. Et en fait, ce qu'on se rend compte quand même, moi ce que je me rends compte, je sais pas ce que t'en penses, mais au plus je vois les équipes évoluer, au plus je regarde, tu vois, les stats depuis 2 ans dans le détail, que c'est jamais très bon d'être très bas sur une forme de jeu. C'est quand même bien de trouver une forme d'équilibre parce que ça traduit une forme d'alternance finalement. Et le jeu des Kings, qui est un jeu, on l'a dit, qui mise beaucoup sur les connexions, c'est quand même retrouvé bloqué quelques fois face à des équipes qui arrivaient à couper ces connexions, justement. Et c'est là où l'isolation est intéressante, c'est que l'isolation, elle te permet de casser ce rythme quand tu viens casser les connexions pour retrouver un petit peu d'air. Et là-dessus, clairement, on n'était pas sur une bonne équipe. Clairement. En fait, l'isolation, effectivement, d'autant quand il n'y a pas une attaque élite, ce que n'étaient plus du coup les Kings, c'est une sorte de valeur refuge. Euh, on en parlait par exemple cet été avec le cas des Warriors à l'époque qui sont allés chercher Kevin Durant. C'est que, bah oui, ok, ça va des fois casser ta circulation de balles, mais par contre, quand des équipes vont te mettre en difficulté offensivement, tu es bien content d'avoir un joueur qui peut créer des choses pour lui-même et puis qui peut être efficace dans ce registre de jeu-là. Et les Kings n'avaient pas vraiment de solution. Ils avaient De'Aaron Fox, d'ailleurs, qu'ils utilisaient dans les fins de match. Mais sinon, sur tout le reste de la rencontre, effectivement, on voyait que c'était une situation qu'ils essayaient de fuir. Et donc, bah, ça pouvait faire partie des choses à aller améliorer pour essayer d'avoir plus d'options à porter, quoi. Et donc on a ajouté un joueur qui est un des joueurs qui pratique le plus l'isolation de la ligue, mais au-delà du fait de beaucoup la pratiquer, qu'il la pratique surtout avec une efficacité. Vu qu'on est alors on en reparlera après dans le détail avec DeRozan, mais on est 1,13 points par possession l'année dernière en isolation, ce qui est plutôt très haut. C'est-à-dire que tu vas toucher, tu vois, du bon Dans niveau les- de scoring sur du pic, pas du top, mais du bon niveau de scoring sur du pic, donc c'est vraiment intéressant. Et encore, ces stats-là ne comptent pas son playmaking sur l'isolation, et on y reviendra, qui, en tout cas à mon sens, est vraiment un playmaking intéressant. Dernier élément, c'est une équipe qui avait su briller il y a 2 ans par son efficacité dans le clutch. Vu que De'Aaron Fox avait émergé comme un des joueurs les plus clutch de la ligue, c'était un peu redescendu l'année dernière. On était retombé un peu sur Ouais. terre, c'était passé la 12e équipe dans le clutch sur le net rating, alors qu'en plus c'était la 7e équipe qui avait le moins de paniers assistés dans le clutch. Donc on retrouvait, tu parlais de valeur refuge, de quand on coupe tout, peut-être qu'une des raisons pour lesquelles ils avaient un peu baissé dans le clutch, c'est parce que d'un côté, De'Aaron Fox était peut-être redescendu un petit peu de son nuage, mais aussi que la forme de jeu pratiquée dans le clutch ne correspond pas forcément à leur forme de jeu naturelle. Et donc là, il y avait peut-être un petit truc à combler, quoi. Ouais, et puis tu sais, il y a peut-être aussi ce truc que tu construis une équipe où la première saison où ils ont eu du succès, c'est avec un De'Aaron Fox qui était effectivement sur un nuage complet dans ce clutch-là. Et du coup, tu peux avoir te dire, ok, l'année dernière ça marchait, donc on va revenir à ce truc-là. Et en fait, bah, vu que bon, le mec est toujours très bon, hein. D'ailleurs, la première année où ils ont fait cet award un peu bizarre, ils lui ont donné. Mais le fait est que effectivement, tu peux bah, vouloir reproduire une sorte de mécanique qui ne fonctionne plus, et c'est peut-être un petit peu ce qui s'est passé l'année dernière, quoi. Ouais, tout à fait. Et ça donne une saison l'année dernière où ils finissent 9e en 46 victoires, 36 défaites, ce qui est quand même un résultat plus qu'honorable. Et en fait, la baisse relative au classement, elle est quand même un peu à mettre en regard sur l'année, vu qu'en fait, ce n'était que 2 défaites de moins que l'année précédente et qu'ils les ont fait passer de la 3e équipe de la conférence Ouest à la 7e. Donc ce qui était une année un peu particulière. Est-ce que moi j'ai essayé tu vois, de me remémorer un peu leur style de jeu, du coup d'aller chercher des stats qui montraient un peu ces éléments-là. Est-ce que toi tu avais identifié d'autres éléments qui venaient à dire que bah, d'aller chercher DeRozan ça avait une forme de sens, quoi. Donc en gros moi je me suis noté compenser la baisse offensive et la dépendance sur l'adresse extérieure, améliorer l'attaque de mi-terrain, ce qui était une nécessité, avoir un peu plus d'autonomie
et pouvoir aller chercher cette valeur refuge de l'isolation quand les schémas de connexion qui sont fonctionnels chez eux se coupent, quoi. Ouais, pareil, moi j'avais plus un élément qui était lié à l'historique de l'équipe et à sa construction, mais qui venait du fait que, tu sais, comme je l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs, hein, mais l'idée c'est que l'année où ils finissent troisième, au-delà du fait qu'avec 48 victoires ils sont troisième, alors que l'année d'après avec 46 ils tombent à la septième place, c'est que, en fait, il n'y avait pas de blessure cette saison-là. Et le truc c'est que la saison dernière c'était aussi un petit retour à la réalité où des fois tu as des joueurs majeurs qui sont pas là et tu le payes assez radicalement. Et du coup je me dis, si tu es les Kings, tu te dis, ok, comment je fais pour avoir une création offensive qui soit pas trop galère à mettre en place quand par exemple Fox n'est pas là, bah en fait je cherche un autre ball handler qui est capable de générer des choses et j'espère qu'une fois qu'on aura tous les joueurs ensemble, il va y avoir une sorte d'alchimie qui se crée qui va faire que mon plafond va augmenter. Donc moi j'avais un petit peu ce truc en tête là de en fait l'évolution naturelle c'est d'aller chercher du talent offensif supplémentaire et comme tu l'as dit ils avaient l'occasion de le chercher pour pas trop cher avec DeRozan donc je pense qu'ils ont saisi l'occasion en fait. Ouais, parce que je pense que DeRozan arrive à l'été dans une situation un peu particulière où ça va permettre de faire la transition vers le scouting report de DeRozan, mais où clairement on est sur un profil de joueur un peu anachronique, qui est dans un profil où à la fois son niveau d'apport et de talent impose de mettre quand même un petit chèque sur la table, et en même temps, qui a vraiment envie d'avoir ce profil-là dans son équipe. Et ça donne un truc au final où t'as DeRozan à 25 millions, et sincèrement, qui peut dire aujourd'hui que DeRozan à 25 millions, faut pas au moins le tenter, quoi. Tu vois? Moi je trouve pas ça cher payé, franchement. Il y a l'âge qui entre en jeu et qui fait que tu donnes quand même 25 millions à un joueur qui va arriver à la fin de son contrat à 38 ans. Mais n'empêche que en l'état, sur cette saison-là, moi je trouve pas ça cher payé. Bah, tu vois, sur la même période, t'es à peu près t'es en dessous du niveau de salaire d'un Devin Vassell, par exemple. Tu vois, sur le même poste, sur un profil différent. C'est pour se donner un peu des ordres de comparaison. T'es 2 fois moins cher que Zach LaVine. Tu es 15 millions de moins, alors peut-être pas 15, mais 10 millions de moins que Tyler Hero, par exemple. Donc, t'es quand même vraiment sur des montants qui sont finalement, ouais, comme tu dis, acceptables, quoi. Et juste par rapport au comparatif que tu as avec Zach LaVine, on a vu par exemple, alors c'était plus il y a 2 ans que l'année dernière, parce que l'année dernière Zach LaVine n'a pas trop joué, mais qu'on était sur des niveaux de production presque supérieurs pour démarrer des DeRozan à Zach LaVine. Bah ouais, tout à fait. Tu vois, je me fais la liste un peu Donc là c'est des. une production aussi, je trouve, ce que tu donnes pour un joueur qui est quand même de talent, quoi. Ouais, tu vois, je me fais la liste là un peu que j'ai à côté de moi pour voir à quel niveau de salaire il est. Et je trouve que c'est quand même toujours intéressant de comparer. En fait, tu es dans des gammes de salaire de role-player, de très bons role-players. Tu vois, je vois Kentavious Caldwell-Pope qui est à peu près à son salaire, Cameron Johnson qui est à son salaire, Bruce Brown est à son salaire. T'as Kyle Kuzma et après tu montes déjà quand t'as Terry Rozier, t'es déjà au-dessus de lui. RJ Barrett, t'es plus haut. Alors que Tobias bon, Harris, t'es plus haut. là, typiquement Terry Rozier. Bah ouais, bah après, ouais, non, bah, je trouve que c'est une bonne comparaison, tu vois, Rosier, DeRozan. T'es sur des mecs un peu autonomes qui créent du jeu pour eux, pour les autres. Je pense qu'effectivement, t'es quand même plus content d'avoir démarré. Enfin, tu demandes au hit, il serait plus content d'avoir démarré un DeRozan que Terry Rozier, même si. Enfin, moi j'aime bien Terry Rozier, mais bon, peu importe, c'est pas le sujet. Et bah, justement, c'est une transition parfaite. Si on se faisait un petit bout de scouting report sur Demar DeRozan, on a vu les différents problèmes qu'avaient les Kings. Maintenant, la question c'est à quoi ressemble le jeu de DeRozan et comment il s'intègre dans une équipe. Peut-être qu'on peut faire, si t'es OK, on peut se faire une partie scoring, une partie playmaking. Ouais, je pense que c'est bien. Euh, D'autant que, bon, le premier élément, effectivement, qu'on va regarder avec un joueur comme DeMar DeRozan, j'imagine que c'est le scoring, si ça te va. Voilà. Alors, du coup, DeMar DeRozan, tu le disais, joueur anachronique un peu par excellence, hein, c'est-à-dire que dans l'ère où on a pendant plusieurs années poussé idéalement, tu finis dans la raquette, dans un deuxième temps, tu finis à 3 points, et ensuite, tu vis dans l'entre-deux. DeMar DeRozan, lui, il ne vit quasiment que dans l'entre-deux. C'est-à-dire qu'on est sur un joueur qui, tous les ans, peu importe le poste sur lequel les sites vont le positionner, est généralement entre le 98e et le 100e centile en termes de volume pris sur les long mid et toujours dans le 92e à 100e dans les short mid. Donc clairement, on est sur un des plus gros volume shooters dans cette zone-là et qui à l'inverse va généralement être très très bas et de plus en plus bas au fil des années dans la finition au cercle. Et encore plus faible dans les classements NBA sur les tirs à 3 points. C'est-à-dire que c'est un joueur qui peut shooter à 3 points et qui pourtant ne le fait pas, il les refuse quasiment.
et qui au cercle, même si c'est plutôt un joueur correct, globalement, n'a pas envie d'y finir. Et pourtant, c'est un joueur qui est plus efficace que la moyenne. Ouais, effectivement, c'est ce qu'on peut voir avec DeRozan. Si on prend les stats de cette année, parce on commence à avoir un petit volume, enfin, il est tout en bas chez les wings sur le percentile de tir pris à 3 points. Il est centième percentile sur les mids et il est 14e percentile au cercle. Avec des niveaux d'efficacité qui sont à mi-distance. Bon, à mi-distance, il est 88e percentile, mais c'est celui qui en prend le plus, donc on pourrait dire que c'est le mec le plus efficace de la ligue à mi-distance chez les wings. Au cercle, il est 76e percentile à l'efficacité, ce qui est plutôt haut, mais ce qui, compte tenu du volume, moi, me dit plutôt qu'il est moyen plus, en fait. Parce que sur des faibles volumes, avoir des pourcentages qui sont intéressants, c'est une forme de logique. Il a quand même un élément, DeMar DeRozan, dans lequel il est très méta, si on devait prendre l'élément méta, c'est sa capacité à aller chercher les fautes. Où là, on est dans les joueurs qui sont très très hauts. Dans ton article, Jérém, alors je vous invite à aller le voir, mais tu as décrit un petit peu la façon dont il va chercher ses spots. Quels sont ses spots préférentiels? Peut-être tu peux nous en dire deux mots? Ouais, il y a quelque chose qui est assez phénoménal et que, honnêtement, avant de faire l'article, j'avais pas remarqué à quel point Demar DeRozan donne l'impression de toujours finir, enfin de prendre toujours ses tirs au même endroit sur le terrain. C'est-à-dire que c'est un joueur finalement qui part très très peu des corners, il vit très très peu dans les corners. Et par contre, son objectif qui parte en gros du milieu du terrain ou qui parte un peu à 45 degrés, c'est de finir face au panier, à l'entrée de la peinture et de préférence côté droit. C'est-à-dire que si vous regardez sa shot chart, c'est quand même assez effrayant à quel point ce joueur arrive à trouver son spot alors que n'importe qui, donc n'importe quelle équipe qui le scoute correctement, c'est qu'il a un shoot préférentiel et je ne sais pas s'il y a un joueur qui est à ce point zoné dans sa volonté de prendre le tir au même endroit. Et pourtant, effectivement, il arrive à se libérer et il a un avantage, il y a quelque chose qui est très très fort dans son jeu, c'est qu'en fait, il n'a pas vraiment besoin de beaucoup d'espace, Demar DeRozan, pour obtenir un tir qui lui est favorable. Et donc, il a aucun mal à finir avec des joueurs qui le collent plutôt parce qu'en fait, il a énormément de feintes. Il joue énormément avec ses jambes et avec la vitesse et le timing de déclenchement de son tir pour essayer de tromper la défense adverse. Et comme en plus, il a un point de relâche très haut et un shoot assez rapide, ben en fait, un mauvais tir pour beaucoup de gens est un bon tir pour Demar DeRozan. Et des bras interminables, ça va avec le fait qu'il relâche. Enfin, il a vraiment le combo bras interminables et il relâche très très haut. En plus sur son corps lui-même. Effectivement, si tu le montres bien dans l'article sur sa shot chart, en fait, c'est tout ce qui se trouve autour du lancer franc, soit à gauche ou à droite du lancer franc, où là, il arrive à en prendre énormément. Et il arrive à les prendre sous deux formes, je sais pas si tu es d'accord, mais il y en a une première qui est en gros depuis le 3 points, il va faire 2-3 dribbles pour rentrer dans du post-up et il fait un turnaround et il shoot. Ça, c'est plutôt quand il part sur la gauche, enfin sur sa gauche à lui, Ouais, et qu'il revient vers l'axe. Et il en a un deuxième exactement. qui est plutôt sur de la prise d'écran sur le pick and roll, où c'est quand même un bon joueur pick and roll en fait. C'est quand même un joueur Oui. qui a une vraie efficacité sur le pick and roll. Et moi, je trouve que, tu vois, on avait mis un peu les éléments de description des besoins des Kings. On est sur une superstar au sens où c'est un joueur totalement autonome. C'est-à-dire que, tu vois, je trouve que ce qui fait la particularité des superstars, qu'elles soient bonnes ou pas bonnes, après on va définir si c'est bon ou pas bon, mais qu'elles soient bonnes ou pas bonnes, c'est qu'en fait, peu importe les joueurs qu'il y a autour, ils vont continuer à avoir la même production parce qu'ils ont une telle maîtrise de leur zone préférentielle et en tout cas de ce qu'ils cherchent à faire et une telle capacité à y aller qu'ils arriveront toujours à le faire. Et Demar DeRozan, c'est un peu sa caractéristique, tu l'as dit, mais la défense n'a pas tant d'impact que ça sur lui. J'ai envie de dire que tu le doubles, que tu le doubles pas, que tu le zones, il ira toujours à son spot. Après, est-ce qu'il prendra le tir, est-ce qu'il fera la passe, ça bougera et on va revenir sur le playmaking. C'est un joueur qui a vachement développé son playmaking au travers du temps. Mais effectivement, on a cette dimension d'autonomie qui est très forte, quoi. Et de facto, par rapport à ça et par rapport au niveau d'efficacité qu'il a développé du coup sur le mi-distance, il arrive à être efficace et c'est aussi ça, je veux dire, il arrive à être entre guillemets à des niveaux d'efficacité suffisants pour être considéré comme une star alors qu'il prend le tir que tu as envie d'interdire à la plupart des joueurs. Et je trouve que c'est un fait notable et c'est aussi un truc quand on parle d'analytics, les analytics c'est aussi savoir se dire OK, en fait ce joueur-là, bah il a le droit de les prendre et il faut qu'il les prenne parce qu'il est à ce point bon qu'il va être rentable. Bah, d'ailleurs, Mike Brown a dit en début de saison que cette année, il voulait avoir une approche de son attaque qui était peut-être un peu moins
analytique et qui était un peu plus axé sur le fait que les joueurs prennent des tirs qu'ils aiment prendre et avec lesquels ils sont à l'aise. Donc ça C'est aligne un peu aussi ça. pour se prévaloir des potentielles questions qu'il risque d'avoir sur la sélection de tir de Demar DeRozan, quoi. Alors, t'as raison, mais dans les faits, ça se traduit aussi par un élément, par exemple, c'est que DeRozan prend moins de tirs à 3 points que l'année dernière et prend moins de tirs au cercle que l'année dernière. Mm. Ça a une traduction, c'est-à-dire qu'effectivement, on retrouve cette envie-là, quoi. Euh, c'est un joueur aussi qui excelle sur les tirs difficiles, on l'a dit, et qui a un apport, alors on le dit souvent, mais peut-être que les gens qui nous écoutent pas ou n'écoutent pas d'autres médias l'ont pas en tête, mais on est quand même sur le meilleur joueur de la ligue dans le clutch, si on prend les 3-4 dernières années, stat à l'appui. Si on prend la saison dernière, dans la situation de clutch, chez ceux qui avaient plus de 20 matchs joués dans le clutch, c'était celui qui avait mis le plus de points la saison dernière, 2 points dans l'absolu, 2 points en moyenne, avec un bon pourcentage au tir, 48% au tir, 46% à 3 points. Alors certes, les Kings ont déjà Fox, mais quand tu prends DeRozan, tu t'assures aussi d'avoir un finisseur. Ce qui, dans la conférence Ouest, où les victoires valent très cher et où pas mal de matchs peuvent se jouer serrés, bah, avoir DeMar DeRozan, tu vois, je pense que les Bulls, les années où ils font le play-in, j'ai pas regardé dans le détail, mais j'ai quand même l'impression qu'ils récupèrent. Bah, de toute façon, ça se traduit, s'il est aussi efficace que ça dans le clutch, ça se traduit, mais ils récupèrent pas mal de victoires qui leur permettent d'aller dans le play-in parce qu'ils ont DeMar DeRozan, tu vois. Je pense que c'est un joueur qui, quand tu arrives à arriver dans les fins de match serrés, va te faire aller gagner les quelques victoires qui te feront monter quelques places. Ouais, et je pense que la meilleure saison qui fait exemple à ça et qui fait, je crois que c'est à ce moment-là qu'on a tous réalisé à quel point il était impressionnant dans le clutch, c'est en 2021-2022. Les Bulls démarrent en boulet de canon, ils sont premiers à l'Est, et puis Lonzo Ball se blesse, et là il y a voilà, les défaites qui commencent à s'enchaîner. Et entre janvier et mi-mars, DeMar DeRozan fait un nombre de shows dans le clutch qui sont absolument impressionnants. Et des fois, on peut se dire, ok, bah, peut-être que Julian Nalot, ça va pas se vérifier. Il y a eu des coups de chaud dans le clutch qui déséquilibrent un peu tout. Mais en fait, dans le cas de DeMar DeRozan, c'est une réalité qui s'est confirmée. Et effectivement, même les années précédentes, il était encore le joueur qui permettait aux Bulls d'aller chercher les rencontres pour aller jusqu'au play-in, alors que l'équipe, grosso modo, était assez dysfonctionnelle, quoi. Ouais, ce qui correspond à ces joueurs qui ont une énorme capacité à aller chercher leur shoot préférentiel et qui Ça. sont tout à fait prêts à les prendre, peu importe le type de défense. Enfin, quand je dis prêt, c'est capable de pas baisser trop leur efficacité, peu importe le type de défense. Et effectivement, ça se traduit là-dedans. Sur sa partie scoring, tu voyais d'autres éléments, toi, ou pas? Ah, alors, bah, en fait, l'essentiel étant que vu qu'il vit sur un shoot à mi-distance, en fait, c'est relativement simple de décrire Demar DeRozan. Et comme tu disais, bah, il a deux manières de l'obtenir. C'est soit par l'isolation, soit effectivement en s'intégrant dans le jeu collectif. Et là encore, bah, en fait, il n'y a pas besoin de grand-chose, quoi. On pourra en reparler un peu plus en détail, mais il suffit d'un hand-off, d'un écran ou de deux écrans. Et en fait, bah, il a pas besoin de plus, quoi. Il a pas besoin de plus. Ouais, c'est un joueur facile à plug-in. T'avais même commencé par ça, le podcast. Puis en plus, alors ça, c'est vraiment juste la petite notion plaisir. Voir jouer Demar DeRozan, c'est quand même un kiff, quoi. Enfin, il est Ouais. tellement agréable à voir jouer, quoi. Tu as l'impression que tout est très très fluide avec lui. C'est pour ça que j'aimerais bien que les Kings fassent une belle saison, parce que je trouve que bah, le fait que les Bulls soient une équipe de ventre mou à l'Est, ça a un petit peu privé le plaisir de le voir jouer, et tant qu'il est à ce niveau-là, franchement, autant en profiter, quoi. Ouais, c'est quand même con que les Kings sont en train de devenir une équipe mid à l'ouest du coup, mais bon, on va revenir dessus. Ouais, Autre point sur lequel il a commencé au fur et à mesure du temps à être reconnu dessus, mais c'était pas initialement sa qualité. Il a fortement progressé aux Spurs dans ce registre-là. C'est sur le playmaking. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de son ouais. playmaking? Bah écoute, on n'est pas sur un playmaking complexe, par contre, je trouve que bah, déjà, il a de bonnes lectures. C'est-à-dire que c'est un joueur qui sait trouver, on va dire, le play le plus logique et délivrer des joueurs. Je le trouve très bon dans les situations de jeu à deux sur du short roll. Ouais. Je trouve qu'il a un timing de passe qui est vraiment excellent. Et tu vois, là, avant le podcast, je regardais le match d'hier face aux Spurs. Et il y a un nombre de passes pour Sabonis où il sait dans quel timing la donner et où il arrive à manipuler les défenses adverses que je trouve vraiment de très haut niveau. Et effectivement, tu l'as dit, ça a démarré aux Spurs et ça a continué aux Bulls. Et bah ouais, je trouve que c'est un bon playmaker pour un joueur qui partait d'assez loin de son temps à Toronto, quoi. C'est un joueur qui a déjà un très bon turnover ratio.
Historiquement, c'est-à-dire que c'est un joueur qui a un volume de ballons perdus en comparaison de en comparaison de son nombre de passes et d'assists qui est quand même plutôt vraiment intéressant. Moi, je trouve que ce que je trouve très intéressant dans le playmaking de DeMar DeRozan, et ça se traduit dans les stats, c'est que c'est un mec qui peut te faire 2 matchs de suite à 2 passes d'ess, et puis 2 matchs de suite derrière à 8-9 passes d'ess, voire 10. Et en fait, il a vraiment un playmaking qui s'adapte à la défense. C'est-à-dire que si la défense choisit de le couper des autres, il va certainement pas le forcer, parce que là, pour le coup, c'est pas sa nature première. A l'inverse, si la défense choisit de collapse un peu sur lui, et moi je trouve que c'est un joueur quand même qui contracte beaucoup la défense. Et les joueurs qui contractent beaucoup la défense ont de la valeur parce qu'ils créent structurellement des écarts. Et ce qui est assez étonnant, parce que souvent c'est surtout sur les mecs qui arrivent à passer l'épaule et aller au cercle. Lui c'est pas le cas, mais il arrive à contracter la défense. Quand la défense se contracte, et ben moi je trouve qu'on est vraiment sur du très bon niveau de playmaking, quoi, tu vois. Je trouve que sur le pic, il y a de la manipulation de défense. Il est tout à fait capable sur le pic, tu vois, de feinter une passe dans le roll pour en fait l'envoyer à l'opposé. Il y a des très bonnes lectures de jeu à l'arrêt, et le jeu à l'arrêt c'est quand même un des gros fondements de son jeu, c'est-à-dire, tu sais, tout s'arrête, t'endors un peu, tu sais ce qu'on décrit souvent sur les cadons situ tous les deux, tout s'arrête, il endort un peu la défense, et bah là il arrive souvent à trouver la passe dans un bon timing, tu vois, la défense commence à doucement se regrouper, et puis il va trouver le mec à 45 pour un shoot facile, et globalement, il y a une vraie justesse situationnelle. Tu prends l'exemple du match hier contre les Spurs, son premier quart-temps est un super exemple de ça. Où en fait, quand tu le regardes jouer, tu te dis, le volume de bons choix qu'il fait est vraiment énorme. Et notamment à la passe. Parce que sur le scoring, parfois tu peux te dire, allez, il force un peu le mid, il pourrait prendre des 3 points et pourrait aller au cercle. Mais sur la passe, j'ai l'impression qu'il fait toujours à peu près le bon choix, quoi. T'as raison, c'est jamais, c'est pas LeBron James, c'est pas ou James Harden, tu vois, on n'est pas sur des passes de top niveau, mais elles sont toujours justes. Et dans cette justesse-là, il y a un autre élément, c'est qu'il y a très peu de pertes de balles. Je trouve qu'il va avec, c'est que c'est un joueur effectivement qui est sur balle en main et qui va pas en fait envoyer des passes très risquées. Et alors pour revenir à ce que tu disais où tu dis qu'il contracte effectivement bien les défenses, il les contracte bien et notamment dans cette zone qu'on décrivait où il va chercher en tête, on va dire de peinture ses tirs et du coup ça offre quoi? Ça offre beaucoup enfin, de scoreurs ouverts dans les corners. Et je trouve que là-dessus il est vraiment bon. Donc il a cette capacité effectivement à créer des tirs, on va dire, rentables pour ses coéquipiers. Et il y a un autre truc, c'est que c'est un joueur qui aime bien quand il est, tu sais, sur les côtés postés. Et ça, c'est un truc qu'on voit de plus en plus. En fait, c'est le playmaking par le post-up, on va dire, d'extérieur ou d'ailier. Et là aussi, là-dessus, DeRozan, il est très bon pour ressortir la balle et permettre à ses coéquipiers de créer du jeu ou de l'extra passe. Donc c'est vrai que bah, voilà, c'est pas très complexe comme playmaking, mais par contre, c'est très propre et les choix sont bons. Oui, c'est clairement le mec qui est. Enfin, il est à contre-temps de ce qu'a l'habitude de faire les défenses. Comme il est beaucoup sur du post-up, il est très habitué avec ces situations de jeu et il a énormément de répétitions, là où les défenses ont souvent peu de répétitions sur cette situation de jeu-là, ce qui lui donne un espèce d'avantage structurel en comparaison des autres des défenses adverses. Est-ce que tu vois d'autres éléments notables, toi, sur le scouting report de DeRozan? Non, sur l'attaque défense, je trouve que c'est plutôt un bon résumé de ce qu'il est, hein, autant dans la sélection de choix de tir que dans le jeu de passe. Et encore une fois, c'est pas un joueur où il y a 50 éléments à regarder, mais le truc c'est que en fait, il fait tellement bien ce qui fait que bah, ça passe quoi. Ouais, je pense qu'on peut ajouter un petit élément sur la défense, où Et- j'ai l'impression qu'il a longtemps été vu comme un mauvais défenseur, peut-être je me trompe, mais en tout cas à Toronto. Moi je trouve que c'est plutôt un bon défenseur. Sur l'homme, il est quand même pas simple à passer et il a des bonnes lectures sur les aides à l'opposé. Après, il peut pas et c'est peut-être un problème d'ailleurs pour les Kings qui auraient besoin d'un top défenseur extérieur et qu'ils ont eu d'ailleurs à un moment donné quand ils faisaient jouer en deux, c'était Ellis qui faisait jouer en deux l'année dernière. C'est Ouais. pas un top défenseur de point of attack. Par contre, c'est un défenseur qui a des bonnes lectures quand il est à l'opposé du ballon et qui est rarement déconcentré. Tu vois, je trouve qu'il sort rarement de son truc en défense. Ouais, en fait, je trouve qu'il rentre un peu dans un truc des Kings où on a tendance à penser que c'est une défense catastrophique. Mais en fait, non, ils ont pas énormément de super défenseurs. Ils ont effectivement Keegan Murray, Ellis. euh, et après, c'est vrai que c'est plutôt des défenseurs moyens. Mais je trouve qu'il entre dans ce moule un peu en fait de défenseur plutôt neutre ou légèrement positif. Et en fait, oui, je suis d'accord avec toi, il n'est pas si catastrophique qu'on le dit, même si bah, voilà, les années passant, on sent qu'il va probablement pas s'améliorer dans le domaine. Il a encore quand même de bons restes, quoi.
Et d'ailleurs, c'est un joueur qui a tout pour bien vieillir, moi je trouve. Alors, sauf peut-être sur la partie défensive, mais il a tellement adapté son jeu sur la question du rythme et tout que ses qualités athlétiques, au final, elles lui servent forcément, mais il peut les outrepasser, quoi, tu vois, si jamais elles descendent. Tu vois, sur la longueur du contrat, moi je suis pas très très inquiet, quoi. Non, après, de toute façon, Benjamin, il a 36 ans, donc je pense qu'on peut déjà dire que là, il est quand même dans le dernier morceau de sa carrière et qu'il a plutôt bien vieilli, ouais, clairement. Il y a des mecs qui a... Non, non, il est cramé, les Lebron, en fait. Il y a des mecs qui à 40 ans sont encore bons, mais non, en fait, il est cramax. Il est complètement cramax. Alors, Enfin, alors, c'est- c'est pas le sujet, je vais pas me faire du mal. Peut-être qu'on peut, du coup, regarder la troisième partie qu'on s'était donnée, qui a un peu plus l'impact sur l'équipe, tu vois, l'impact qu'il peut avoir aussi sur ouais. les autres joueurs. Je sais pas comment tu veux qu'on fonctionne. Moi, je me suis noté quelques stats. On peut peut-être se faire un petit truc, tu vois, qui est dans un premier temps l'impact qu'il a sur l'équipe, et puis après, plus spécifiquement sur Sabonis, Fox et Monk, si ça te va. Allez, vas-y. Moi, je me suis noté 2 3 éléments là-dessus, qui malheureusement n'ont pas forcément vocation à le valoriser. Je pense que tu vois, on est sur un... Alors, il y a un premier élément. Si je te pose la question, il y a un premier élément sur DeRozan que je trouve pas simple. Tu sais, on en a parlé un peu dernièrement tous les deux. On en avait parlé avec Jokic. On en a reparlé récemment avec un autre joueur, mais je sais plus qui. Mais c'était l'idée de dire que quand tu as des joueurs qui ont un style de jeu très particulier, quand l'île n'est pas sur le terrain, parfois ça peut un peu ressembler à rien parce que tu crées beaucoup de répétitions avec un style de jeu particulier et du coup ta capacité à continuer à être efficace sur un style qui doit basculer, bah, elle est pas simple. Est-ce que pour toi, DeRozan, tu le mets dans cette catégorie-là ou pas? Alors, c'est marrant, moi, j'aurais plutôt, du coup, à me dire que c'est un peu l'inverse parce que lui, il est plutôt dans une forme de cassure de ce que tu as l'habitude de faire que l'inverse pour moi. Ok, ok. Ouais, je sais pas, tu vois, moi j'ai pas la réponse à cette question. Je trouve juste que quand je le vois jouer, je le trouve moins. Je le trouve moins dans effectivement dans l'inadaptation que ce qu'on peut imaginer. Je trouve que c'est quand même un joueur qui s'adapte plutôt bien au style de son équipe. Et tu vois, lui qui est un joueur qui a toujours joué assez lentement, bah, je trouve que finalement il se fait plutôt bien à ce jeu rapide de semi-transition des Kings et il s'intègre plutôt dedans, il casse pas non plus complètement le rythme, quoi, tu vois. Non, moi, alors, sur contre-attaque, je suis d'accord avec toi, c'est tout le jeu de transition. Je suis aussi, je le trouve vraiment bien. Et d'autant que bah, on décrivait qu'il a cette faculté enfin, qu'il a un playmaking en fait qui est plutôt honnête. Et effectivement, bah, ça facilite son playmaking. Donc, je le trouve effectivement assez efficace dans le registre. Et puis, bah, de toute façon, sur contre-attaque, sur transition, il obtient les tirs qu'il aime quand même, parce que de toute façon, il prend toujours le même régime de tir. Donc, effectivement, ça demande pas beaucoup d'adaptation pour lui, à part le fait de courir en transition, quoi. N'en reste que. N'en reste que, c'est quand même un joueur qui a un énorme usage, hein. On est à plus de 25% d'usage, donc c'est un joueur qui forcément va venir impacter ta forme globale de jeu parce qu'on est voilà, ici sur une superstar et forcément avec un joueur qui a beaucoup le ballon. Premier élément que j'ai noté, que je me suis noté, avec lui, les Kings sont devenus l'équipe qui prend le plus de long mid de toute la NBA. Ce qui n'était pas du tout le cas avant. Alors pendant qu'on discute, je vais certainement retrouver la stat. Mais déjà, premier élément qui pour moi traduit un peu quelque chose sur l'impact qu'il a global sur la forme de jeu, c'est cette utilisation du mi-distance qui est un peu contagieuse parce qu'ils ont tous augmenté leur volume de mi-distance. De'Aaron Fox l'a augmenté, Sabonis l'a augmenté, et DeRozan est venu avec le sien, ce qui donne au final une équipe des Kings qui est, comme je te dis, là, et je vais te dire tout de suite la fréquence LNR, qui est la première équipe à la fréquence de longue distance, la première équipe à la fréquence de mi-distance. Ils sont quand même à 40% des tirs pris qui sont pris à mi-distance, hein, c'est énorme. Alors que la saison dernière, ils étaient 23e au long mid et 14e sur les mi-distances dans l'ensemble, et que la saison d'avant, ils étaient 24e et 26e. Donc là, clairement, il y a un changement notable, quoi. Ouais. Alors là-dessus, bah, c'est allié peut-être à la déclaration de Mike Brown dont tu parlais tout à l'heure, hein. Ouais. Et de fait, bon, est-ce que c'est vraiment la faute du joueur si les joueurs autour prennent les mêmes régimes de tir que lui? Là-dessus, j'ai l'impression que c'est plus le fait du coach qui a décidé de dire, bon, bah, prenez le tir que vous sentez, mais il pourrait y avoir aussi un coach qui dit, bon, ce joueur-là, il peut parce qu'il est extrêmement efficace. Par contre, toi, Malik Monk, t'as pas l'efficacité, donc tu vas pas le prendre ce tir. Donc, à voir ce qui va se passer dans les semaines et mois à venir. Mais là-dessus, j'ai pas l'impression que c'est vraiment un impact du style de jeu de DeRozan. C'est plus un choix collectif ou une volonté de d'imiter. Mais effectivement, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment lié à lui et à sa production sur le terrain, quoi.
Ouais, effectivement, il faudra voir dans le temps et puis il peut y avoir une période d'adaptation aussi. Et puis, une fois de plus, faut rappeler quand même qu'il faut compter le volume de mi-distance de DeRozan là-dedans. C'est Donc, ça. forcément, tu ajoutes le joueur qui prend le plus de mi-distance de la ligue et notamment le plus de long mid, ben, forcément, euh, même si. Je suis un peu emmerdé, moi. J'aimerais bien savoir exactement comment il compte les longs mid parce que DeRozan, j'ai envie de dire qu'il prend des short long mid. Comme tu l'as dit, tu le montres bien dans l'article. Il est Toi, dans sa la zone zone entre deux, préférentielle, ouais. il est un peu dans un entre-deux. Alors, est-ce que c'est vraiment des longs mid ou pas? Bon, quoi qu'il arrive, ça reste des mid-distances. De toute façon, le short mid, en fait, quand vous regardez les stats, si vous voulez, le short mid, dites-vous que c'est la zone du flotteur. Et que tout ce qui n'est pas la zone du flotteur, la NBA considère que c'est du long mid. En gros, on est à peu près là-dessus. Et donc finalement, quand on vous parle du short mid, on est souvent assez proche du tir au cercle. Et c'est pour ça que quand on a des hauts stats de short mid, on n'est pas alarmé. Parce qu'en fait, ça correspond souvent à des formes de flotteurs, ce qui est toujours moins bien que finir la tête dans le panier, mais qui reste quand même des tirs intéressants. Deuxième statistique que je me suis donné, euh, ils ont légèrement diminué leur volume de tirs pris dans le corner à 3 points. C'était la 10e équipe qui prenait le plus de tirs dans le corner à 3 points. Pourquoi je vous parle de ce tir-là? Parce que c'est le tir à 3 points le plus rentable, hein, le Mm. corner free. Et ils sont passés 18e en fréquence. Donc il y a une petite baisse. Statistiquement, c'est pas énorme en termes de pourcentage, mais il y a quand même une petite baisse qui pour moi s'explique par le fait que DeRozan en fait a un jeu qui demande souvent de lui laisser de surcharger une partie du terrain pour justement que lui ait une partie déchargée. Et quand tu surcharges une partie du terrain, tu rends les aides plus simples et donc tu as un peu plus de mal à générer les tirs dans le corner. Mais on est encore là sur une baisse qui malheureusement n'est pas une baisse souhaitable, quoi. Il Ouais, faudra. et à corréler aussi au fait que c'est un joueur autonome qui, comme on l'a dit, en fait, aime finir quand même beaucoup face au panier et qui remplace un joueur qui était un joueur beaucoup moins autonome et qui, Harrison C'est vrai. Barnes, lui, vivait un peu dans les corners et était un bon finisseur dans ce zone-là. Donc, est-ce que le différentiel entre l'apport et la perte explique tout ça? C'est pas sûr, mais j'imagine que ça y contribue, quoi. Ouais. Ouais, ça doit. Ouais, alors c'est vrai que tu as raison. Le fait d'enlever Harrison Barnes, qui est un joueur qui a occupé ce spot-là sur le terrain, a forcément un peu d'impact. Je pense qu'il y a un autre impact, c'est qu'ils sont quand même en train de monter le volume de end-off de De'Aaron Fox, on en parlera après. Et donc forcément, ça génère plus d'actions dans l'axe et donc moins d'actions qui se terminent dans le corner. Alors, ensuite, on vous avait dit il y avait un élément qui était lié à l'efficacité demi-terrain. Donc, on essaie d'avoir, tu vois, ce podcast est produit, on essaie une forme de continuité dans les idées. Non, on disait que c'était la 9e équipe la saison dernière qui prenait le moins de tirs demi-terrain. Avec DeMar DeRozan, c'est devenu la 3e équipe qui joue le plus d'actions demi-terrain. Donc, clairement, leur volume d'actions demi-terrain a nettement augmenté, très nettement augmenté. Leur efficacité aussi, parce que c'était, tout à l'heure je vous ai donné la stat, je crois que je vous ai dit 15e à l'efficacité, ou 17e, je sais plus. Et ils sont passés 11e à l'efficacité demi-terrain, donc tu as bien eu l'augmentation d'efficacité demi-terrain que tu cherchais. Le problème, c'est que tu as eu une énorme augmentation du volume aussi d'action demi-terrain, ce qui pour le coup n'est pas vraiment souhaitable. Ouais. À voir. Alors, à voir d'ailleurs comment ça va évoluer parce que DeRozan a manqué des matchs. Il y a eu pas mal d'absences dans ce début de saison des Kings. Et je sais pas du coup dans quel sens la corde va tirer. Est-ce qu'ils vont continuer effectivement à jouer plus de demi-terrain si DeRozan reste en forme? Ou est-ce qu'il va y avoir une forme d'équilibre qui va se créer au fur et à mesure? Parce que tu as aussi eu des absences de Fox et de Malimong. Donc, un peu. J'avoue que là-dessus, je sais pas trop où me positionner. En tout cas, le fait qu'il y ait un progrès sur l'efficacité sur le demi-terrain, je pense que toute équipe le souhaite, parce que mine de rien, c'est quand même la forme dans laquelle, si tu vas en playoff, tu sais que tu as besoin d'exceller à un moment donné, quoi. C'est vrai que tu as besoin effectivement d'exceller sur la forme demi-terrain. Alors, Monk a manqué les matchs, mais pas Fox, hein, qui est, je crois, d'ailleurs le joueur qui a joué le plus Pardon. de minutes de toute la ligue depuis le début de saison. Effectivement, en plus, je l'ai vu tout à l'heure. Je sais pas pourquoi j'avais en tête qu'il avait manqué 2 matchs, mais. Ah non, non, pas de souci. Alors, par contre, j'ai une autre stat qui est celle-ci, je sais, va t'intéresser. Sur les minutes quand DeMar DeRozan est sur le terrain et quand il n'est pas sur le terrain. Quand il est sur le terrain, les Kings prennent 57% de leurs tirs au cercle ou à 3 points. Quand il n'est pas sur le terrain, cette stat passe à 67%. Donc on a 10% d'écart sur les shoots qu'on veut absolument prendre au cercle ou à 3 points quand il est là, quand il est sur le terrain et quand il n'est pas sur le terrain. Ce qui a là est une stat pas finalement étonnante parce qu'il a un haut volume donc forcément il prend de la place, mais qui n'est pas vraiment une stat souhaitable quoi.
Non, qui est pas une stat souhaitable, qui est aussi une stat qui est liée, je trouve, à comment tu répartis ta balle. Parce que euh, il y a le fait que, comme on le dit, bah, vu que Demar DeRozan a un haut volume de shoot, il a un usage important et que ses shoots sont quasi essentiellement dans la mi-distance, forcément, il fait baisser la moyenne. Que visiblement, comme tu disais aussi, il entraîne d'autres joueurs un peu dans cette mécanique-là où d'autres joueurs prennent plus de tirs à mi-distance. Et il y a aussi le fait que, mine de rien, Fox, qui est par exemple un excellent finisseur et qui pour moi crée plus de chaos dans la défense parce que effectivement le premier pas est plus rapide, parce que quand il accélère c'est beaucoup plus dur de le suivre. Bah, mine de rien, quand tu as les deux sur le terrain, il y a des moments dans le match, alors je dis pas que c'est tout le match, mais il y a des moments dans le match où bah, il y a un peu la sensation aussi que Fox est un peu privé d'action Ouais. par la présence de DeRozan. Et c'est vrai que c'était un peu ça l'arbitrage dont je parlais en début de podcast, en fait, c'est là où c'est difficile de dire est-ce que c'est souhaitable ou pas, parce que bah, quand les deux sont en forme, est-ce que tu n'aurais pas envie encore de tirer plus sur la corde d'Aaron Fox que tu le fais aujourd'hui, quoi? Bah, d'autant qu'il a été plutôt très très bon quand DeRozan était blessé. En plus, Exactement. donc ça va un peu dans ce sens. Je peux ajouter un deuxième élément, mais on en reparlera sur les liens avec les joueurs. Mais DeRozan, t'as raison, est un joueur de pick qui crée peu de chaos. Et le pick avec Sabonis finit quand même très souvent avec du shoot post-haut de Sabonis à mi-distance. Alors qu'avec De'Aaron Fox, il va plus avoir tendance à rouler parce que Fox va faire l'écart, donc le pivot va monter et ça lui laisse l'espace. J'aurais dû regarder dans le détail, je ne l'ai pas fait, mais je pense que dans les stats, tu dois retrouver le fait que quand DeRozan est sur le terrain, notamment Sabonis a un volume de tir à mi-distance qui est plus important que quand il n'est pas là. Et ce qui forcément a un impact. Et tout ça traduit quand même un élément étonnant, c'est l'offensive rating des Kings avec et sans lui. Parce que quand il est sur le terrain, les Kings sont en gros à 118 d'offensive rating, en gros ils sont 4ème meilleure attaque de la NBA avec lui. Quand il n'est pas là, il passe à 111 d'offensive rating et ils deviennent la 21ème équipe en attaque. Et qui, pour moi, ça traduit un élément qui rejoint un peu le truc de Jokic, c'est qu'il a un style de jeu particulier qui est fonctionnel quand il est sur le terrain, mais je pense qu'il fait partie de ces joueurs autour desquels tu crées une forme de dépendance. Et je crois quand même que c'est un point commun qu'il y a eu dans toutes ces équipes. C'est que tu crées une forme de dépendance au style de jeu de DeRozan. Tu l'as dit tout à l'heure, qui peut vite être une forme de valeur refuge. C'est assez simple. DeRozan, tu sais pas trop comment ça fonctionne, tu lui donnes le ballon, et puis tu le laisses œuvrer, et son playmaking, son scoring fait que tu vas un niveau minimal d'attaque. Mais tu Ouais. vois, cette dynamique, elle m'inquiète un peu moins. Et on en vient à... alors, une des remarques que je me suis faite, et encore une fois, c'est tôt dans la saison, c'est difficile de voir comment ça va se concrétiser cette histoire. Mais une sensation que j'ai quand démarre DeRozan et balle en main, et notamment dans les séquences de match où soit De'Aaron Fox sort et démarre DeRozan porte plus la balle, donc par exemple c'est le cas dans le deuxième quart-temps, ou dans les quatrièmes quart-temps qu'on a vu en début de saison, où clairement c'est Demar DeRozan qui est beaucoup plus mis en avant que De'Aaron Fox, ça a été pas mal le cas. Bah mine de rien, j'ai l'impression que la circulation, en tout cas que le mouvement autour du porteur de ballon est beaucoup plus faible et que le style de jeu, même si ça fonctionne parce que Demar DeRozan est très fort, le style de jeu qui a fait la signature des Kings, bah, s'effiloche un petit peu et que bah, la transition peut ne pas être évidente parce qu'il y a certains joueurs qui vont pas se mettre en rythme et parce que quand même la balle bouge beaucoup moins et je pense qu'il y a beaucoup moins de touches de balle différentes quand c'est Demar DeRozan qui mène le jeu. Et on peut peut-être en passer du coup à la partie de l'impact qu'a démarré DeRozan sur le trio, parce qu'on s'était dit que c'était un point important. Forcément, quand tu construis une équipe et que tu ajoutes une pièce, tu te concentres avant tout sur l'impact qu'il a sur les forts joueurs et pas sur les role-players, parce que les role-players sont un peu bougeables alors que tes forts joueurs le sont moins. Peut-être qu'on peut commencer par Sabonis, parce que Sabonis était le système, Ouais. il était le système. Selon toi, ça a quoi comme impact là, DeRozan sur Sabonis? Alors moi je trouve que Sabonis c'est peut-être celui sur lequel ça a le moins d'impact direct. C'est-à-dire que Sabonis, il a fait des petites adaptations pour jouer avec Demar DeRozan. Les petites adaptations qu'il va faire, c'est qu'en fait, Domantas Sabonis, sa zone de jeu effectivement de prédilection, c'est bah, cette zone un peu post-haut où bah, il va être un peu ce gros volume de jeu, il va porter ce gros volume de jeu et il vit dans cette zone d'entre-deux. Et effectivement, quand il joue avec DeRozan qui a besoin de finir dans cette zone-là, soit il faut que Demar DeRozan il reçoive la balle en mouvement et que finalement Sabonis il soit juste là pour poser son écran et passer la balle sur du hand-off. Mais sinon, quand il met les écrans, bah, qu'est-ce que ça fait? Ça l'éloigne un petit peu du cercle et ça le fait sortir souvent au-delà de la ligne à 3 points, que ce soit parce qu'il va poser un écran, parce que des fois il va poser un double écran avec un autre joueur, dans le but que Demar DeRozan il ait
faculté qui est la sienne de manipuler sa défense et d'aller chercher son shoot à mi-distance. Ça explique notamment le fait que dans les séquences où il est associé à DeRozan et où ils avancent vers le panier, souvent son tir pris va être un peu plus loin que d'habitude et ça va être un peu plus du mid-range que de la finition pure au cercle. Par contre, une des conséquences que ça pourrait avoir, c'est aussi d'augmenter son volume à 3 points. Parce que mine de rien, quand DeRozan, il attire 2 défenseurs, si Sabonis décide de traîner comme un peu le fait par exemple Brook Lopez à Milwaukee, normalement, il a des tirs à 3 points ouverts. Donc pour moi, c'est celui sur lequel ça a le moins d'impact sur la production, et c'est juste des adaptations sur où tu passes la balle, où tu reçois la balle, et où tu poses tes écrans en fait. C'est marrant parce que moi j'ai la lecture inverse. Ok. J'ai l'impression que c'est le joueur qui est le plus impacté, mais c'est pas forcément négatif d'ailleurs, mais c'est le joueur qui est le plus impacté. Selon moi, j'ai 2 stats pour alimenter cet élément-là, puis après je vais essayer de vous dire en termes de jeu comment moi je le lis. La première élément, c'est son nombre de touches de balles par match. Il est passé de 91 touches de balles par match à 72. À titre de comparaison, De'Aaron Fox était à 81, il est resté à 81. Donc il a diminué son volume de balles touchées dans le match d'environ 15%. Alors je crois pas que les minutes aient bougé en plus. Donc ce qui traduit le fait qu'il touche moins le ballon en termes, et du coup forcément ça se traduit dans les passes générées. Il était autour des 9 passes d'ess par match, il est un peu en dessous de 7 maintenant. Et je trouve qu'il est beaucoup plus impliqué qu'avant dans du pick and roll et moins qu'avant dans du end-off. Et donc il est un peu en train de transformer son jeu. Alors ça joint un peu ce que tu dis, hein, mais il est un peu en train de transformer son jeu. Et en tout cas, il a moins besoin de générer du jeu qu'avant. Positif, pas positif, ça chacun sera libre d'en juger. Je connais quelqu'un chez nous qui trouve qu'en fait c'est plus le style de jeu des Kings qui génère les passes décisives de Sabonis que Sabonis lui-même. Et donc probablement que cette personne est très contente. D'autres personnes vont considérer que Sabonis est un énorme générateur de jeu et qu'auquel cas c'est dommageable. Mais je trouve qu'on a une transition de Sabonis vers un jeu un peu plus proche du panier, peut-être un peu plus axé scoring d'ailleurs, et un peu moins création pour les autres. Je Ouais. le vois plus comme ça moi. Ouais, mais en fait, je suis d'accord avec toi, mais du coup, ça dépend si on se dit que ce volume de jeu était important parce que Sabonis était la meilleure source de création de jeu, ou ce qui compte finalement, c'est l'efficacité de ce qui est créé, et où j'ai pas l'impression que, on va dire, l'importance de Domantas Sabonis dans le jeu se soit réduite. Effectivement, il y a moins de touches de balle, mais s'il y a moins de touches de balle parce que c'est DeRozan qui fait son jeu et qu'il est efficace dans ce registre-là, normalement, j'ai l'impression que les Kings pourraient en bénéficier, même si effectivement tu as raison. D'autant que en plus, un des problèmes qu'on identifiait chez les Kings, c'était la redondance du jeu et le besoin de trouver de l'alternance. Et là, pour le coup, moi je trouve qu'offensivement, l'alternance, tu la vois plutôt, tu vois. T'as les pics de DeRozan, t'as les autres DeRozan, et tu as le end-off qui existe toujours, à moindre mesure, mais qui existe toujours. Et d'ailleurs, on a toujours dit que, ici on a toujours dit que le end-off, souvent on parlait d'une relation Fox-Sabonis, alors que la réalité c'est plutôt une relation Monk-Sabonis. Et je trouve qu'ils sont en train de développer une relation pour le coup Fox-Sabonis. Tu l'as dit, DeRozan joue beaucoup sur la partie. Alors il aime bien jouer à droite, mais il joue aussi pas mal sur la partie gauche du terrain. Fox, pour le coup, lui, il a une vraie qualité à partir de la droite du terrain sur end-off et de pouvoir attaquer avec sa main gauche, qui est une espèce de bombe humaine, tellement il va vite sur son attaque main gauche et se retrouver dans des situations préférentielles, pour le coup. Ouais, c'est ça. Alors, je suis d'accord. C'est effectivement DeRozan part de gauche pour aller vers la droite et Monk Ouais. fait l'inverse. Donc là-dessus, Fox, effectivement, ouais, c'est ça. Et il n'y a pas de zone de conflit à ce niveau-là. C'est vrai qu'il y a une forme. D'ailleurs, c'est vrai que c'est un truc dont on parle jamais. Mais là, pour le coup, les deux joueurs ont une forme de complémentarité dans le fait que, entre guillemets, leur zone de prédilection sur le terrain, en tout cas leur côté de prédilection, n'est pas trop impacté par l'autre, quoi. ouais, tout à fait. Sur Fox, moi, je vois pas trop d'impact, si ce n'est ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'il augmente un peu son volume de end-off, qu'il est un peu moins à l'origine des actions, et donc la problématique de Fox quand il est à l'origine des actions, c'est que la défense, je vous invite à la regarder, mais la défense aime bien l'orienter sur sa main gauche, pour qu'il aille au fond à gauche, parce que Fox est clairement plus fort quand il attaque main gauche que quand il attaque main droite. Et une des difficultés, une démarche qu'avait Fox, c'est d'attaquer plus souvent à partir de la droite, pour justement attaquer sur sa main gauche. Et donc là, on vient de le décrire, effectivement, comme il initie un peu moins les attaques,
il peut partir du côté droit un peu plus souvent et trouver cet avantage-là. Et d'ailleurs, De'Aaron Fox, alors notamment dans les matchs sans DeRozan, mais De'Aaron Fox fait plutôt un très bon début de saison. Et je vous invite à aller écouter notre podcast De'Aaron Fox vs Trae Young si vous voulez en savoir plus sur ce cher De'Aaron Fox. Putain, te rends compte, Jérém, on commence à faire des liens entre nos podcasts. Mm. Ça devient sérieux là. Toi, tu vois un impact haut sur De'Aaron Fox ou pas? Honnêtement, non. Moi, ce qui m'avait un petit peu. Alors, je savais pas trop comment me positionner par rapport à ça, parce que tu as un joueur qui débarque dans l'équipe, et peut-être que aussi tu lui donnes plus la balle parce que tu as envie de l'intégrer plus rapidement. C'est vrai qu'en début de saison, dans les quatrièmes quart-temps, je trouvais que la balle partait quand même beaucoup plus dans les mains de DeRozan que de Fox, et que c'était un petit peu presque dérangeant. Mais à voir comment ça s'équilibre avec le temps, parce que je pense qu'il y avait aussi une volonté de dire, bah voilà, on va un peu implanter DeRozan et on va un peu l'implanter ce pourquoi il est bon. Et on voyait qu'il avait un haut volume dans ces moments-là. Et en plus, on pouvait pas trop leur en vouloir parce que qu'est-ce qu'il a été fort sur le début de saison. Ouais, totalement. Et puis, je pense qu'en plus, en complément, on l'a souvent identifié sur De'Aaron Fox. C'est un meneur de jeu, mais c'est presque un arrière en fait. Tu vois, il est meneur de jeu par sa taille, mais en vérité, son profil, c'est un vrai profil de scoreur. C'est pas un profil de créateur. Il est capable de créer parce qu'il crée tellement de chaos dans la défense que forcément, à un moment donné, avec les répétitions, et puis même, c'est quand même pas une tanche, donc il va trouver les écarts. Mais ça peut pas lui faire de mal, je trouve, d'être moins responsabilisé, je vais y arriver, sur l'initiation de jeu. Et son début de saison, d'ailleurs, il est plutôt très bon parce que il est un peu en dessous de son efficacité qu'on peut attendre sur son tir à 3 points. Mais enfin, sur tout le reste, c'est quand même très très bien. Il suffit juste que son efficacité à 3 points retrouve le standard de l'année dernière ou de progression de l'année dernière. Et là, ça va devenir très très bien, quoi. Il est vraiment dans un rôle où il se concentre sur son scoring, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Non, non. En fait, ce qui est un peu marrant, c'est que j'ai l'impression que finalement tout le monde fait. Enfin, en tout cas, les joueurs principaux font un plutôt bon début de saison individuellement. Et ça peine à se ressentir dans les résultats. Mais effectivement, oui, enfin, Fox, ça fait 3 ans qu'il est quand même sur une belle ligne droite, quoi. Et sur Malik Monk, est-ce que toi, tu as vu une forme d'impact avec l'arrivée de DeRozan, sachant qu'ils ont joué peu de minutes ensemble, mais peut-être le fait qu'ils aient joué peu de minutes ensemble te dit quelque chose? Je sais pas trop quoi penser, pour le coup, du cas Malik Monk et de l'impact que pourrait avoir DeRozan sur lui. Je pensais que tu avais eu un truc en tête, vu que tu l'avais mis dans le plan, donc je te laisse la Moi parole. j'ai un truc en tête. C'est pour moi, il y avait un truc clairement identifié avec Malik Monk qui est. Moi, j'adore Malik Monk, hein. C'est un joueur que C'est- j'aime vraiment beaucoup. Esthétiquement, avant tout, parce que je le trouve très très Oui. fun à avoir joué. Mais je Ouais. pense pas que c'est un joueur qui se suffit à lui-même. Je pense que c'est un joueur qui a besoin d'être accompagné par d'autres forts joueurs pour créer une forme de jeu rentable sur le terrain. Et il y a un élément qui se traduit, je regardais là juste avant les stats avant le podcast, il y a un élément qui se traduit, c'est que son volume, son pourcentage de minutes avec De'Aaron Fox est en augmentation. Il joue très peu avec DeRozan, ils ont je crois 15 minutes en commun sur le terrain. Par contre, son nombre de minutes en commun avec De'Aaron Fox, elle est très très haute. Et je pense que ça, pour le coup, c'est plutôt intéressant pour lui parce que il y avait pas mal de minutes avec Sabonis, mais le haul le haul Malik Monk, comme on a pu le voir quand même un peu par séquence, c'est tellement un qui tout double que je sais pas s'il est souhaitable, tu vois. Non, non, et je pense que son gros jump quand même en carrière est aussi à mettre en lien avec la présence d'un intérieur qui est dans ce registre de passeur. Et je pense que lui, pour le coup, c'est peut-être celui qui a le plus besoin d'être associé à Sabonis pour créer du jeu et obtenir ses tirs. Donc le fait effectivement d'avoir, comme tu le dis, plus de temps avec Fox et du coup ses minutes avec Sabonis, ça peut être un moyen de le rentabiliser, même si là pour moi son début de saison, j'ai l'impression qu'il est un peu en crescendo et que le début est un petit peu poussif, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Et d'ailleurs, maintenant, il vient de rentrer dans le 5, hein. Enfin, ils l'ont mis dans le 5 hier soir pour la première fois parce que Pépère, il voulait changer quelque chose. Ouais, puis absence de Water aussi quand même. Et l'absence de Walter, ouais, mais je crois qu'il me semble avoir vu que Mike Brown avait dit que ça pouvait se prolonger. Que l'envie c'était quand même de bouger quelque chose. Et on l'a clairement vu hier contre les Spurs. Il y avait une vraie volonté d'aller attaquer, de faire de l'attaque du défenseur le plus faible sur le terrain en mettant 3 offensifs sur la ligne extérieure, quoi. Et effectivement, je trouve que sur la dynamique, sur la transition notamment avec on va dire les trois, que ce soit DeRozan, Fox, Monk était plutôt très bonne sur le début de rencontre. Je peux parler de la suite, j'ai pas encore vu la fin du match, mais Bah, le sur premier la première carton, mi-temps, le c'était premier bien. carton est excellent, hein. Le premier carton est vraiment très bon. Petit Ouais, même le élément deuxième, c'est pas mal. sur ce que tu dis, sur le premier élément, tu vois que tu dis le début de saison traduit pas forcément
les bonnes choses qu'on voit sur les joueurs majeurs. Petit élément qui traduit ça, sur les 12 défaites, il y en a 6 qui sont de moins de 5 points. Donc ils ont eu beaucoup de défaites sur des fins de match. Il y Dans le en a clutch. une contre Minnesota 2-2, une contre les Lakers de 4. Il y en a deux en prolongation, une contre Minnesota et une contre Toronto qui faisait un peu mal, et une contre Atlanta d'1 point et une contre Brooklyn de 5 points. Ce qui, je pense, est entendable sur une équipe qui change sa forme de jeu. On sait que les fins de match peuvent être impactées par cette période d'adaptation. On peut espérer que ça s'améliore. Alors après, est-ce que c'est une équipe qui est capable d'aller viser un top 4, top 5 ? Alors cette année, ça risque d'être très serré. Alors pourquoi pas, mais je sais pas, j'ai pas l'impression que tu vois qu'il leur ait fait passer un cap. C'est ça qui m'emmerde. Non, alors, ce qui est dommage, c'est que comme tu dis, c'était un des points que je voulais voir, c'est que le bilan en lui-même est pas représentatif, je trouve, du niveau de jeu dans la mesure où ils étaient en position de gagner assez souvent. Moi, un truc qui je me dis aussi est peut-être un peu rassurant, c'est que pour le moment, ils ont des morceaux de match des fois où ils passent complètement à travers. Et donc, même s'ils arrivent à revenir au score, derrière, ils gagnent pas. Ou des fois, ils ont de l'avance et ils les crachent un peu. Donc, je me dis, s'ils gagnent en régularité, ça pourrait le faire. Mais ce qui est dommage, effectivement, c'est d'avoir créé cette équipe pour être bonne dans le clutch et de rater des opportunités, alors que là, pour le moment, le calendrier est plutôt clément avec les Kings. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Jérém, on s'était donné pour objectif d'essayer de faire des podcasts plus courts. Je te propose qu'on ne traîne pas en longueur et qu'en fait on s'arrête Ouais. là. Et qu'on s'arrête Ouais, là, c'est puisque ça. ça fait un peu plus d'une heure de podcast et que je crois qu'initialement c'était même 10 moins. Mais je pense que c'était Mm. un podcast dense pour le coup, ça n'a pas duré pour durer. J'espère qu'en tout cas la forme finale vous plaira. Est-ce que tu vois un dernier truc à dire sur DeRozan avant qu'on se laisse peut-être? Non, mais du coup, genre, en 4-5 mots, ton impression, donc toi, c'est que pour le moment, t'as l'impression que c'est un nice to have, mais qu'il va pas leur faire passer un cap. C'est ça? Ouais, parce que je sais pas trop, je suis un peu emmerdé, je t'avoue. En fait, je trouve que cette équipe, elle était déjà maximisée en fait. Moi, je fais plutôt partie de ceux qui pensent que Mike Brown fait du super taf en fait avec cette équipe-là, et que Si, si. le truc de 46 victoires là, il est déjà en fait un peu haut compte tenu du niveau de l'équipe, parce que je pense qu'il y a deux joueurs vraiment forts. Je pense que De'Aaron Fox, qui est un joueur un peu à compromis, est un joueur vraiment fort. Je pense que Sabonis, qui est un joueur un peu à compromis, est un joueur vraiment fort. Déjà, quand tes deux meilleurs joueurs sont des joueurs à compromis, et un fort compromis, c'est pas très bon signe. Mais que derrière, c'est quand même light, quoi, tu vois. Et ouais, il peut leur faire. Déjà, je pense qu'en plus, Barnes, c'est un très bon joueur de complément, mine de rien. Oui, il peut leur faire passer un cap, des DeRozan, mais ils sont tellement sur un fil, en fait, depuis 2 ans, tu vois. Genre, leur nombre de victoires est sur un espèce de fil que je suis pas convaincu que ça devient pas un prétendant, loin de là, quoi, tu vois. Non, alors je pense pas que c'est un prétendant et je pense que du coup je finirai là-dessus, mais je pense que maintenant le travail qu'ils ont à faire, c'est de trouver un moyen en fait d'ajouter 2 rotations solides supplémentaires. Euh, voilà, rien contre Trey Lyle et rien contre Alex Len, mais notamment ça fait partie de joueurs. Je trouve ça un peu compliqué de les avoir comme des rotations récurrentes en NBA en 2025. Et je pense que maintenant le reste du travail est là-dessus. Et s'ils arrivent à trouver cet équilibre-là, en faisant des tests, en faisant des paris comme Jay Crowder, peut-être que ils arriveront à passer un petit cap et aller chercher les 48-50 victoires dans une conférence qui est quand même plus complexe qu'il y a 2 ans, quoi. Ouais, et tu peux ajouter que Kevin Werther était depuis 2 ans un générateur d'attaque pour eux, par Mm. du jeu sans ballon et du système sans ballon. Je sais pas s'ils ont encore besoin de lui, j'en suis pas sûr, et je pense que c'est un joueur qui a quand Mm. même une cote. Il y a de la valeur. Ouais, je pense que c'est Mm. un joueur qui a de la valeur et que tu peux récupérer, enfin que tu peux envoyer contre un extérieur défenseur intéressant. Alors après, bon, leur spacing, faut que le spacing suive, mais je pense que c'est qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là, tu vois. Je suis pas en désaccord. Bah, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et bah écoute, Jérém, je te propose qu'on se laisse là-dessus. On espère en tout cas que le podcast vous aura plu. Allez checker l'article de Jérém sur le site de QI Basket. On a refait des articles un peu dernièrement. On avait une petite période de pause là pendant l'été, mais vous en avez un peu en ce moment. Donc n'hésitez pas à lire tout ça. N'hésitez pas à vous abonner, un petit like, etc., etc. Je vous fais pas la chanson, vous connaissez. Si vous voulez nous soutenir, ça nous fera très plaisir. Et puis restez connectés. On trouvera rapidement de quoi parler. À plus.